Parce qu'il y en a, ils savent pas, mais là, on a du lourd, là. On a du lourd, là, sur la place, avec du sambo, du judo, du jiu-jitsu brésilien. Ça mis pour bientôt ou quoi, la carrière en boxe? En anglaise, oui, bien sûr. Bien sûr, il faut qu'au moins je goûte à ça, bien évidemment. Comme tous les passionnés de boxe, il faut au moins qu'ils goûtent à ça une fois. Au moins essayer. Après ouais, on est en train de voir ça avec mon coach à Genève, Ricardo. Et ouais, je pense qu'on va commencer, doucement là-bas à Genève avec les championnats de Suisse romande. D'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc là j'ai lancé l'enregistrement, on est en plein dans le podcast. Donc pour ceux qui ne savent pas, Samy Sirine, c'est aussi sur Twitter les boxeurs, et puis sur Instagram c'est les boxeurs du dimanche. Une grosse page qui bouge bien avec 20K abonnés, et puis pour le moment il est en mode amateur, mais il va monter petit à petit. Bientôt les 30, hein. Ah, on est à 27 000 et quelques là. D'accord. Et ça va faire que de monter. Forcément avec le combat assez spécial de cette nuit là, ça fait que de monter. C'est clair. Donc ouais, après est-ce que c'est bien ou pas ce genre de combat, ça c'est un débat interminable malheureusement. Depuis ce matin, ça parle que de ça, donc ouais. En effet, et puis on a aussi Samy Zran, instructeur de sambo, judo black belt, donc qui entraîne des sportifs de haut niveau en sambo et qui a aussi été sportif de haut niveau en sambo. Ouais, c'est ça. Après fin de carrière pour moi là. Depuis quelques années, mais du coup, je m'éclate bien à avoir maintenant mes gars qui vont combattre, mes gars et mes filles d'ailleurs, parce que je m'occupe d'un groupe féminin en judo aussi. Donc voilà, il y a pas mal d'aventures à vivre maintenant en tant qu'entraîneur. Donc c'est cool. Au top. Des athlètes en équipe de France, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis toi-même qui t'entraînes beaucoup, hein. On s'entraîne souvent beaucoup, toi et moi, notamment à la Free Fight Academy ou au sein même de ton club de sambo, Team Sambo Fighter à Villejuif. Tu t'entraînes beaucoup aussi, hein. T'as un gros rythme. Faut maintenir la forme tant qu'on peut, tant que le corps suit. C'est important d'être toujours dans la pratique. Je pense qu'on entraîne mieux les autres quand nous-mêmes on reste un peu dans le truc, quoi. Qu'on reste un peu actif. En effet. Donc là, il y a Loïc qui nous a rejoint. Excuse-nous, Samy, ça t'a coupé. Il y a Loïc, on va passer à toi juste après. Et Mathias Jardin. Mathias Jardin, c'est quelque chose. Ils le connaissent tous dans le game du jiu-jitsu brésilien. Même moi, je crois que j'ai déjà entendu parler, mais qui suit pas trop le jiu-jitsu, je crois que j'ai déjà entendu parler de lui. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Il a fait les ch'tis C'est en Suisse à Ibiza. J'ai pas compris. Il a fait les ch'tis à Ibiza, c'est pour ça. Les ch'tis, j'ai pas connaissance d'avoir regardé encore. Mais... Donc Mathias Jardin, ça a été le head coach d'une célèbre équipe en France, la Z-Team, et puis d'un gros club aussi affilié à Bourg-la-Reine qui est la SBR. Et Mathias Jardin, justement, j'avais fait une présentation des protagonistes aux autres, justement à vous tous, et Mathias Jardin me dit « Mais Amadou, je suis aussi judo black belt ». Donc en effet, il n'est pas que ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, mais il est aussi ceinture noire en judo. Et c'est d'ailleurs ce par quoi tu avais commencé le judo, Mathias, avant le jiu-jitsu brésilien? Ouais, je viens du judo à la base. Au top, la classe. On te laisse finir la mini-présentation. Ta mini-présentation, si tu peux finir de c'est bon, t'as fait le tour, c'est bon. Il est modeste. Et puis on a Loïc Jaya aussi qui a un gros parcours, hein, parce qu'il est ceinture noire aussi de jiu-jitsu brésilien depuis un moment. Et puis, tu es aussi ceinture noire aussi en karaté Kyokushinkai. Non, je suis pas ceinture noire en Kyokushin. Moi, j'ai commencé par le Kyokushin, mais j'étais jeune quand j'en ai fait. Genre très jeune, avant mes 16 ans. Et du coup, non, je suis pas allé jusqu'à la noire. J'ai eu la jaune ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais non, c'était mes premiers amours d'arts martiaux. Et c'est pour ça que je garde le Kyokushin dans mon cœur, même si j'en fais plus depuis... Ça fait longtemps. Top. Et ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais depuis combien de temps déjà? J'ai vu un post passer le temps. Je crois que tu l'as depuis 5 ans, 6 ans. 6 ans, ouais. 6 ans. Ouais, quand même. 6 ans, ouais. Ça commence à faire un petit moment. Après, Mathias pourra confirmer. Le truc, c'est qu'en jiu-jitsu brésilien, le truc commence vraiment à partir, j'ai envie de dire. Souvent, on dit la noire, mais c'est pas vrai. À partir de la marron, tu commences vraiment à faire du vrai jiu-jitsu, tu vois. Avant, je trouve que c'est différent, t'as pas cette même logique et cette même manière de voir le combat.
à partir de la marron, tu commences déjà je trouve, à faire du jiu-jitsu qui va ressembler au jiu-jitsu que tu vas faire après qui va te suivre un peu jusqu'à la fin, tu vois. Après, la noire, effectivement, là, c'est le début de. Si tu fais de la compète, moi, j'en fais beaucoup moins que Mathias. Je fais, si tu veux, moi, mon délire, c'est que je m'entraîne avec les compétiteurs. J'ai le rythme d'un compétiteur. Mais par contre, je fais 2 compètes par an, tu vois. Parce que en fait, pour être transparent, je déteste la compétition. J'ai horreur de ça. Ça me file la chiasse. Je gère absolument pas la pression. Et j'apprécie absolument pas le truc. Quand je combats, je fais des bons résultats, ça va à peu près. Après, je fais pas les BJF, hein. Mais j'ai horreur de ça. Et je suis pas comme Mathias, un monstre de compétition qui a un palmarès de malade, tu vois, parce que j'imagine que c'est sa cam, tu vois, de faire de la compète. Il y en a qui apportent ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu nous donnes une excellente transition. Excuse-moi de te couper, Loïc. Tu nous donnes une excellente transition vers le thème du jour. Eh bien, le thème du jour, c'est les arts martiaux en self-défense, les arts martiaux dans la rue, et surtout qu'est-ce qui ne marche pas aussi, parce que c'est intéressant. Et du coup, pourquoi je parlais de transition par rapport à l'adrénaline, par rapport à cette gestion du stress, etc. Donc c'est un thème quand même qui est assez large, et je dis volontairement les arts martiaux, j'ai pas dit les sports de combat. Donc ça nous fait entrer dans une première définition. Vous êtes des experts et du coup c'est très intéressant pour moi de vous poser des questions et puis d'en faire profiter un maximum de monde. Ma première question c'est: est-ce que vous avez une définition entre un art martial? Quelle est pour vous la définition entre un art martial et un sport de combat? Donc on peut peut-être démarrer par Samy, peut-être. Comment tu vois la chose? Lequel? Ouais. Ah oui, il y a 2 Samy. Samy Zran, qui est l'instructeur de Sambo. Alors moi, comment je définirais ça? Je dirais que le sport de combat, c'est une discipline qui a pour but globalement la compétition. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'amène à te confronter aux autres en compétition. Et c'est ça le principal but recherché. Alors qu'un art martial, ça peut avoir un aspect sport de combat aussi, c'est-à-dire avoir un aspect compétitif. Mais on est plus sur quelque chose qui est sur la durée et qui regroupe vraiment tout un ensemble de valeurs, de comportements, de culture et qui te suit, en fait, qui participe à ce que tu vas devenir en tant qu'homme, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'éduquer plus qu'un simple sport. Après, la frontière, elle est mince, et je pense qu'on peut rajouter aussi la codification. Dans tous les arts martiaux, tout est très codifié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont inventé des choses parfois il y a des centaines d'années, et il y a des gens maintenant qui les reproduisent à l'identique. Parce que voilà, il y a ce travail des katas, par exemple, dans un certain nombre de sports japonais, etc., qui fait qu'il y a une transmission, alors que dans les sports de combat, c'est de la technique pour être efficace, pour faire de la compétition, c'est de la technique qui va changer dans le temps, parce que en fonction des combattants, etc., il y a différents styles qui vont se succéder, mais on n'est pas sur une codification générale de l'activité. Pour moi, c'est ça les grandes différences. Okay, ça m'amène à poser une question à Mathias Jardin. Mathias Jardin, alors, qui a été mon coach et que je vois toujours comme mon coach en jiu-jitsu brésilien, donc au niveau du sol. À Bourg-la-Reine, les sparring, on y allait fort, il y avait de l'intensité. Et en effet, justement, d'ailleurs, Samy, c'est un élément qu'on peut ajouter au niveau d'ailleurs du sport de combat. On est sur du sparring et de l'intensité qui est à son paroxysme. Là, on est sans percussion, bien évidemment, mais on est dans une intensité à son paroxysme. Et du coup, certains définiraient d'ailleurs le jiu-jitsu brésilien comme un art martial. Et finalement, Mathias, toi, le jiu-jitsu brésilien, tu le places où? Tu le places en tant qu'art martial, sport de combat, ou les deux? Comment est-ce que tu vois les choses? Ouais, juste pour rebondir sur un peu la définition de Samy, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Et je me permettrais juste de rajouter sur mon point de vue que l'art martial, c'est un parcours physique et mental, quoi. C'est
c'est un cheminement au long de ta vie. Non, si tu fais un art martial que tu pratiques vraiment pour ta vie, quoi, que tu pratiques tous les jours et que depuis des années, ou même si tu arrêtes un jour, mais que tu en as fait pendant 20, 30 ans, je sais pas, c'est vraiment un cheminement aussi psychologique, mental, etc., comme il a dit, qui va t'accompagner en fait au jour le jour dans ta vie. Et c'est pas que une recherche physique ou une recherche technique, c'est aussi vraiment une recherche mentale. Ça peut passer par le contrôle de tes émotions, donc par exemple dans des compétitions ou pas, ou dans des situations de tous les jours de ta vie, des situations de stress, de déprime, d'euphorie, de je sais pas quoi. Et en fait, voilà, je dirais que la différence entre le sport et l'art martial, c'est que l'art martial, ça va regrouper vraiment l'ensemble de ton corps, y compris la tête, et c'est vraiment ça. Et que le sport, on va être vraiment sur des aspects physiques, tactiques, techniques. Donc pour répondre sur le jiu-jitsu, le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui, c'est clairement un sport de combat, étant donné qu'il y a énormément de compétitions, énormément de fédérations, énormément de règles, énormément de styles d'opposition, et que voilà, c'est un sport de combat. Mais il n'empêche que dans tous les clubs, tu verras toujours des gens qui pratiquent le jiu-jitsu de façon martiale, qui sont là pour un développement personnel, en fait, qui sont là. T'as plein de mecs qui sont des monstres techniques et qui font aucune compétition parce que eux, leur kiff, c'est d'avoir une garde, par exemple, et depuis cette garde, ils arrivent à connecter d'autres techniques, etc. Ils ont un panel vraiment. Donc c'est une recherche martiale, c'est une recherche très intelligente de l'aspect du sport, entre guillemets. Donc aujourd'hui, c'est un sport de combat, mais ça reste aussi un art martial dans sa pratique complète, on va dire. Okay. En fait, le sport de combat, c'est un petit aspect, quoi. Ok. Samy, toi, ça te choque en tant que boxeur qu'on dise que le jiu-jitsu brésilien, alors qu'il n'y a pas de percussion, donc, si on dit que le jiu-jitsu brésilien est un sport de combat, ça te choque ou pas? Absolument pas, parce que comme il l'a dit Mathias, il y a énormément de compétitions. On va dire que comment t'expliquer, le jiu-jitsu brésilien, c'est un sport où tu peux prouver son efficacité, on va dire, à travers des compétitions, à travers, comme il l'a dit, il y a différents styles d'opposition, il y a des compétitions avec le kimono, en Oji, si ça s'appelle comme ça. Ouais. Vous me dites si je dis des bêtises. Nogi. Donc ouais, c'est dans tous les cas, ouais, à partir du moment pour moi où il y a beaucoup de compétiteurs et beaucoup de compétitions, c'est un sport de combat. Après, comme il l'a dit aussi Samy, il a dit quelque chose d'assez intéressant, c'est vrai que la frontière entre un art martial et un sport de combat, elle est très fine. Elle est très fine dans le sens où aujourd'hui la grande majorité des arts martiaux sont devenus des sports de combat justement grâce à l'aspect compétition et à l'aspect opposition. C'est pareil, après la boxe anglaise, on parle plus de noble art, du coup, pas forcément d'art martial, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle, et du coup la boxe anglaise c'est un peu pareil, il y a énormément de compétitions, rien qu'en France il y a quand même pas mal de compétiteurs, donc ouais, après pour répondre à ta question du début, un art martial c'est aussi l'aspect culturel de la chose, enfin culturel, par exemple le jiu-jitsu brésilien, je pense qu'on apprend la plupart en tout cas des pratiquants du jiu-jitsu brésilien savent dire quelques mots par exemple en brésilien ou vice versa, tu vois. Il y a aussi un aspect culturel dans les arts martiaux qui est super important et qui est super bien, je trouve. Moi personnellement, j'ai fait du taekwondo juste avant de faire que de la boxe anglaise. Et le taekwondo, c'est vrai que on avait une grosse partie, il y avait une grosse partie culturelle, quoi, un gros aspect culturel dans le sens où on devait apprendre à compter en coréen, on devait justement passer nos ceintures justement en apprenant aussi des mots en coréen, pas que en faisant des démonstrations et en faisant justement des compétitions. Donc ouais, la frontière elle est très fine. Mais voilà, c'est à peu près ce que je pense de tout ça. D'accord. Loïc, toi, tu baignes toujours dans le karaté? Non, du tout. Ouais. Tu placerais où tout ça par rapport au karaté? Excuse-moi de te couper. Il y a plusieurs types de karaté.
karaté Kyokushinkai et d'autres, etc. Je suis pas très au fait des subtilités par rapport à ces sports, mais justement, j'ai entendu parler de la notion de art martial interne, quelque chose de ce type, donc dans le mode où on est plus dans la répétition de kata dans une gymnastique et on est moins dans le combat. Et est-ce que tous les karatés justement se valent par rapport à, là je parle sur l'efficacité en self-défense ou efficacité en termes de combat et sport de combat? Du tout, pour moi, il y a 2 karatés qui sont efficaces, en tout cas les plus connus, hein, c'est le Kyokushin et le Kenpo, parce que c'est des karatés au KO, et le reste, et même moi, la raison pour laquelle j'ai arrêté le Kyokushin, c'est parce qu'à un moment, j'en ai eu un peu marre du bullshit. On nous apprenait à faire des katas pour niquer 15 mecs, tu vois, et à un moment, j'étais là, genre, mais je perds mon temps, ça sert à rien, enfin, ça arrivera jamais, j'arriverai jamais à battre 15 mecs juste avec mes poings et mes pieds, tu vois, genre, et en fait, moi, c'est un peu le truc qui m'a un peu arrêté voilà. Et moi, si je peux juste un peu donner ma vision de la différence, parce que j'ai un avis un peu différent des autres. Pour moi, la vraie différence entre les arts martiaux et les sports de combat, c'est la place du pratiquant vis-à-vis de l'environnement du sport qu'il pratique. Quand tu fais un sport de combat, t'es au même niveau que à peu près tout le monde, tu vois, que ce soit si tu fais de la boxe, si tu fais de la boxe thaï, si tu fais du kickboxing ou quoi, si tu as 2 ans, 3, 4 ans de pratique, tu seras à peu près au sein de ton club au même niveau qu'un mec qui est là depuis 10 ans. Dans les arts martiaux, tu as une place, tu as une hiérarchie et tu as un rôle à jouer au sein de ton club et au sein des autres élèves, en fait, si tu veux. Et par exemple, en jiu-jitsu brésilien ou en karaté ou en sambo ou etc., un ceinture noire, il a beaucoup de responsabilités parce qu'il a une responsabilité technique envers tous les autres qui sont en dessous de lui. Et en jiu-jitsu brésilien, par exemple, déjà quand tu es ceinture bleue, la première chose qu'on te dit quand on te donne la ceinture bleue, c'est ça y est, officiellement, tu es un représentant du jiu-jitsu brésilien. Parce que ça veut dire que tu as suffisamment de bagages pour représenter et que des ceintures blanches viennent te poser des questions et te dire, bah voilà, bug là-dessus, est-ce que tu peux m'aider? Et ça, je trouve que tu l'as moins sur les sports de combat. C'est un peu plus le sport de combat, tu es un peu plus dans la notion de ok, je suis là, je m'entraîne, tu peux devenir très bon, voire pro en 2 ans. En jiu-jitsu brésilien, il y a peut-être 3-4 mecs qui ont une ceinture noire en moins de 3 ans, mais ça reste assez exceptionnel. Et on parle de mecs qui étaient soit des champions olympiques, enfin pas des champions olympiques, mais des mecs qui faisaient du judo à très très haut niveau, ou des mecs qui avaient des backgrounds de lutte phénoménaux. Mais pour moi, la vraie différence, c'était ça. Et il y a aussi, je pense que le jiu-jitsu brésilien et le MMA, c'est un peu le sport qui est venu casser définitivement la frontière qu'il pouvait y avoir entre les deux. Parce que c'est le sport qui a fait dire, en fait, il y a du bon un peu partout. Et en tout cas, le MMA, il y a du bullshit aussi un peu partout. On va pas se mentir, hein, dans un combat réel, tous les sports, il y a du bullshit. On a tous notre dose de bullshit dans nos sports respectifs, tu vois. Et je trouve que le MMA, il est un peu venu rééquilibrer tout ça et dire, ok, et c'est ça qui est cool, parce que le MMA, on appelle ça un art martial, hein, c'est les arts martiaux mixtes. Donc, et ce qui est bizarre, c'est que pourtant, ça ressemble vachement à un sport de combat. Il n'y a rien de plus sport de combat que le MMA. Je veux dire, tu as la tenue du mec qui fait de la boxe taille, tu combats dans une cage, t'as pas de ceinture, tu as des mitaines, c'est un sport de combat si on regarde comme ça, mais on appelle ça un art martial parce que justement, derrière, tu as... parce que les mecs, ils vont mettre des kimonos pour faire du jiu-jitsu brésilien, parce que les mecs, ils vont mettre les gants pour aller faire de la boxe, etc. Mais du coup, c'est venu un peu rééquilibrer tout ça. Et le jiu-jitsu brésilien, je pense que c'est aussi un des tout premiers arts martiaux qui a été créé, désolé de l'expression, pour niquer des mères, tu vois, genre en mode, c'est un sport qui a été créé par des riches, mais c'était des racailles, tu vois. Les grécistes, c'était des caillards, hein. Les mecs, ils faisaient des gardes à vue tous les week-ends, etc. Alors c'était des fils de diplomates, etc. Et ils sont venus vraiment casser ce truc qui n'existait presque pas au Japon, où c'est très codifié. Voilà, t'es ceinture noire, attention. T'as un côté politique derrière. Si tu fais une connerie, les gens ils vont te montrer du doigt. Les Grécies, ils ont dit, mais Nick, on s'en branle de tout ça. Nous, on va aller niquer tout le monde dans la rue. Et puis, si on est au poste, tu vois, c'est pas grave. Et du coup, moi, j'aime bien aussi l'expression arts martiaux modernes quand on parle de MMA ou de jiu-jitsu brésilien ou même de sambo, parce que le sambo, c'est assez moderne, mine de rien. Et j'aime bien cette notion de dire, en fait, on a su créer avec des bases solides comme les arts martiaux, parce que dans le sambo, le jiu-jitsu brésilien, au Brésil, tu as des règles très strictes, hein, quand tu rentres dans un dojo. Tu vas serrer la main d'une ceinture blanche avant la ceinture noire.
tu te fais défoncer. Ce qui est propre aux arts martiaux. En boxe thaï, ça n'existe pas trop ce genre de choses, tu vois, par exemple. Et pourtant, derrière, on va te dire, si tu t'es battu dans la rue, bah c'est bien, tu l'as niqué. Ouais, bah c'est bien, félicitations. Ce que tu verras pas forcément dans le karaté, tu vois. Tu te feras plutôt engueuler dans le karaté. Si moi, je me souviens des gars de mon club au Kyokushin qui se battaient dans la rue, ils se faisaient engueuler, tu vois. Au BJJ, ça n'existe pas, ça. Alors, dans la rue, on va te dire, tu as fait quoi? C'est intéressant, tu as évoqué la notion d'efficacité. Du coup, j'ai une question à Samy. Samy, supposons qu'une personne se présente à ton club et te dise, écoute, j'ai envie de faire du sport de combat. Je dis ça de manière impropre, hein, ou en art martial, du sport de combat. Qu'est-ce que ce sport va m'apporter à moi personnellement? Et est-ce que parfois ça peut m'être utile? Donc, il y a implicitement la notion d'efficacité. Donc, qu'est-ce que tu vas répondre à cette personne? Alors, moi, honnêtement, ma vision de cette question-là, elle est un peu pas particulière, mais elle n'est pas souvent abordée quand on regarde, quand la question est évoquée sur les réseaux sociaux ou voilà, que c'est discuté même dans les clubs. En fait, moi, je passe mon temps, j'entraîne depuis longtemps des gens de tous âges, et je passe mon temps à leur expliquer qu'il ne faut jamais se battre, en fait. C'est-à-dire, on apprend à faire des sports de combat, mais moi, j'apprends aux gens à pas se battre. Donc, en réalité, je pense que nous, en tant qu'entraîneurs de sports de combat, d'arts martiaux, on est aussi des éducateurs et que on a ce rôle même dans la société en général à pouvoir circonscrire la violence dans l'enceinte de ton dojo, de ta salle. Et du coup, moi, quelqu'un qui vient me voir en me demandant si c'est efficace dans la rue, déjà, dans ma tête, je l'ai mis dans un... Voilà, je l'ai mis dans une case de personne qui est pas dans la bonne direction, dans la bonne démarche pour s'entraîner dans un sport de combat. Et du coup, ma réponse, elle va être directement de... Moi, j'apprends pas ce qui est efficace dans la rue, j'apprends ce qui est efficace sur mon tapis. Et je pense que la différence, elle est importante et que maintenant, pourquoi la guerre et ce qui était un entraînement martial, c'est devenu des arts martiaux, c'est qu'il y a eu un moment où on n'a plus besoin de se bagarrer pour faire la guerre. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont payés pour ça, qui s'entraînent spécifiquement pour faire la guerre. Mais tous les autres, on les entraîne pas pour qu'ils aillent se battre dans la rue. On les entraîne pour qu'ils aillent pas se battre dans la rue, justement. Et qu'ils aillent se battre dans des rings, dans des octogones, sur des tapis, etc. Et qu'après, ils puissent se serrer la main et que toute leur violence, elle ait été évacuée. Et pour moi, la question de l'efficacité dans la rue, je ne sais pas si elle se pose. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas envie de me la poser. Je pars du postulat, moi, que la rue, si on se pose cette question-là, c'est qu'on se dit que la rue est dangereuse. Or, pour moi, elle n'est pas si dangereuse que ça, la rue. Mais il y a des gens qui entraînent aussi dans les sports de combat qui surfent sur cette vague-là, sur voilà, la rue, c'est pas un endroit sûr, il faut savoir se défendre, c'est très important, etc. Et pour moi, ils prennent le problème à l'envers. Si on veut faire une rue sûre, il faut d'abord dire aux gens qu'on entraîne qu'il ne faut pas se battre dans la rue. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, moi, ce que je répondrais à cette personne qui vient me dire ça. D'accord, c'est très clair. Alors, Loïc, il bouillonne. Loïc, il a quelque chose à dire. Loïc, supposons que... Loïc, est-ce que tu es professeur aussi de jiu-jitsu brésilien ou Alors, je suis pas officiellement professeur, en tout cas pas dans mon académie, je l'ai longtemps été. Je m'occupais notamment des enfants quand j'étais à Bruxelles. D'accord. Moi, le coach des enfants. Là, après, je dépanne quand Olivier Michaelesco a pas de prof et qu'il a besoin de quelqu'un en urgence. Évidemment, ça m'arrive de donner cours. Et c'est vrai que par contre, moi, je suis clairement... voilà, désolé, je suis pas le profil qui te plaît. Ouais, moi, je me bats souvent. C'est un peu lié aussi à ce que je fais à côté parce qu'en fait, je fréquente pas mal les tribunes de football. Je suis ce qu'on appelle un ultra. C'est quelque chose de très codifié. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Et c'est pas non plus de la bagarre de rue à proprement parler parce que c'est
tu tapes pas sur le premier venu, c'est pas un inconnu. Et comme dit mon père, tant que vous tapez dessus entre débiles consentants, ça reste un peu du sport, tu vois, hein, parce qu'il y a des règles, c'est codifié. Ça reste faire. Ça reste faire en quelque sorte, voilà, ouais. Mais c'est vrai, j'entends très bien ce que tu dis et j'entends très bien aussi le côté, voilà, moi, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait de pas entraîner les gens en leur disant, voilà, dans la rue, tu vas devenir un monstre et tu vas pouvoir tuer des gens, etc. Parce que moi, après, j'ai remarqué aussi une chose, c'est que depuis que je fais des sports de combat, depuis que j'ai pris en masse, depuis que j'ai pris en confiance, je me bats beaucoup moins dans la rue. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas l'habitude d'avoir quelqu'un de sur deux dans la rue, genre quand quelqu'un t'emmerde dans un bar ou ce genre de situation, ou quand quelqu'un emmerde une meuf et que t'interviens, et que le mec voit que t'es déter et que tu bougeras pas, généralement ça suffit par ta présence à, ok, le gars se dit, bon là je suis peut-être tombé sur un mec déter, tu vois. Après, encore une fois, comme je te disais, je suis clairement pas le prof, enfin voilà, ouais, oui, je me bats, ça m'arrive de me battre, et assez souvent. Après, qu'est-ce que tu dirais toi alors, Loïc, toi qui serais professeur d'une académie, si un élève vient et te dit, ben, j'ai des problèmes de confiance en moi et j'ai envie d'être prêt dans la rue. Qu'est-ce que tu dirais? Le gars qui vient me voir et qui me dit je veux devenir un tueur dans la rue, je vais lui dire bah déjà calme-toi parce qu'en fait dans la rue le plus fort c'est celui qui a un gun ou c'est celui qui a un couteau ou c'est celui qui a une poche d'acide, tu vois, ou une voiture. Et pour le coup, Mathias est au courant, il y a des gens qu'on connaît autour de nous qui sont des gars très forts en jiu-jitsu et qui ont eu affaire à ça. Un mec qui s'est fait renverser en voiture par exemple, tu vois, il est tombé sur plus fou que lui. Et donc être le meilleur en jiu-jitsu, ça veut pas dire, même si le jiu-jitsu il est très fort et même si c'est pour moi dans le top 3 des arts martiaux les plus efficaces dans la rue, le mec en face, il a une caisse et qu'il te roule dessus, qu'est-ce que tu veux faire? Donc la démarche de dire je veux faire des sports de combat pour être un tueur dans la rue, elle est pas bonne. C'est à partir de là, c'est clair que par contre, si ta démarche c'est de dire bah au cas où je veux pouvoir me défendre, etc., bah dans ce cas-là, je vais déjà faire un tri. Je vais lui dire écoute, si le mec il est là pour te racketter et qu'il a une arme, cherche pas, tu donnes. Voilà, je veux dire, c'est tout, tu donnes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bloquer ta carte 10 minutes après, ton téléphone, t'en auras un nouveau la semaine d'après. Tu vas pas commencer à aller te battre avec un gars qui a une arme pour 10 balles dans ton portefeuille, tu vois, et une carte de fidélité au kebab du coin, donc ça sert à rien. Par contre, et ça c'est ce que je dis aussi, c'est que ça peut arriver que des fois tu tombes sur des gars qui veulent juste te casser la gueule, tu vois, et ça arrive. Il y a des gars comme ça aussi, tu vois, où malheureusement, ça peut arriver aussi ce qui s'est passé au Bataclan, tu vois. Et encore une fois, je pense pas que le jiu-jitsu aurait été très efficace au Bataclan, certainement pas, tu vois. Mais je reste persuadé que si tu as un mec avec une arme et qui te met en file d'attente comme ça et qui les abat un après les autres, tu vas faire quelque chose. Tu sais qu'à la fin, tu meurs. Donc, t'as pas le choix, tu vois. Et je pense qu'effectivement, faire des arts martiaux, ça va sans doute te donner potentiellement une chance supplémentaire que le mec, voilà, qui va y aller au pif et va sûrement faire n'importe quoi, tu vois. Mais ouais. C'est intéressant parce que Mathias Jardin, lui, au-delà d'avoir été head coach d'un grand club de jiu-jitsu brésilien, donc de sol, est aussi ou a été chef de sécurité d'une grande boîte de nuit. Donc Mathias, tu as déjà recruté. Et donc, bon, c'est plus en lien avec la précédente question, mais on va être là sur la notion d'efficacité. Ben là, par contre, un chef de sécurité, une personnalité de sécurité au sein d'un établissement a besoin d'arts martiaux ou de sports de combat efficaces. Et s'il vient aux portes de ton club, qu'est-ce que tu as à dire par rapport notamment au jiu-jitsu brésilien, au judo, etc., donc qui sont des sports de préhension. Donc là, on est un peu plus circonscrit là, en effet, au niveau d'une profession. En vrai, pour la sécu, bon, dans le milieu de la nuit, déjà, c'est très facile parce que la plupart des mecs sont ivres morts. Quand ils s'embrouillent, ils sont déjà à un degré d'alcool, tu vois, assez élevé. Si c'est pas autre chose, tu vois, s'il n'y a pas de la drogue ou quoi. Et en vrai, les corps, ils suffisent, tu vois. Quand t'as des Golgoth de 2m10, 140 kg, 160 kg, tu vois, le mec, il met sa tête devant l'autre, sa tête, elle fait 2 fois la tête de l'autre, ses mains, elles font 3 fois le corps de l'autre. Déjà, tu vois, il n'y a même pas de machin. Mais si en plus, t'as un mec comme ça, avec un nez tordu, tout plat, des oreilles chiffonnées, il lui manque une dent, du coup, il va se passer un truc, tu vois. Donc,
il y avait des videurs, tu vois, qui pratiquaient de la boxe, qui faisaient du JB, qui faisaient du judo, qui faisaient des trucs, qui faisaient des machins. Mais en fait, comme a dit Samy, finalement, c'était ceux qui se battaient jamais, tu vois. Parce que les mecs, et comme a dit Loïc aussi, en fait, juste par leur prestance, par leur façon de parler, leur façon de désamorcer la situation, bah, ça se voyait que s'il fallait en venir aux mains, ils allaient en venir aux mains et ils allaient gagner. Et que juste le fait de montrer que voilà, ils étaient déterminés, parce que bon, les videurs de boîte de nuit sont pas là pour taper en fait à la base, hein, et c'est ce qu'il faut rappeler, tu vois, même à Paris, même si ça arrive, mais voilà, c'est pas, ils sont pas là pour ça. Donc voilà, pour la sécu de boîte de nuit, le physique suffit. Et après, quand tu arrives et tu te présentes et tu dis bon bah voilà, pardon, j'ai une carte de sécu. Je suis champion de ça, tu vois, je suis champion de boxe anglaise, tu vois, je sais pas, c'est une connerie, c'est un truc que je maîtrise pas, mais voilà, on va dire, je suis champion de boxe anglaise, j'ai 15 combats pro, je veux faire ça pour arrondir mes fins de mois. Les gars, forcément, tu te dis, bon, bah, ok. Tu sais que mentalement, physiquement, il est prêt, quoi. Il y aura pas de souci. Donc, évidemment, ça va être mieux qu'un gars qui arrive qui dit, bon, bah, moi, j'ai une carte de sécu et je fais 1m90, 85 kg et je fais rien, quoi. Je suis juste, voilà. Donc, forcément, quand tu embauches, c'est mieux d'avoir des gens comme ça. En tout cas, tu vas choisir des gens comme ça. Après, vraiment, je rejoins beaucoup Samy sur le fait que la plupart des pratiquants vraiment d'arts martiaux qui ont déjà un bon niveau et tout ça, bon, des fois, ils cognent, mais finalement, ils n'ont pas trop besoin. Voilà. Désolé, j'ai avalé un truc de travers. Intéressant. Du coup, Samy, Mathias, je m'adresse à vous parce que vous êtes professeur, vous êtes instructeur. Après, Loïc a aussi vu beaucoup de gens progresser, étant donné qu'il est... ça fait combien de temps déjà le jiu-jitsu brésilien? Ça fait un peu plus de 15 ans là maintenant. Voilà, 15 ans. Donc, comment vous avez vu se transformer justement psychologiquement et mentalement et d'un point de vue de la confiance en soi, les différents pratiquants et adhérents? C'est intéressant justement parce que là, vous avez évoqué la confiance en soi, principalement. Et donc, qu'est-ce qui s'est développé en plus au-delà de cela? Et comment? Je pense, d'après, moi je le vois pas mal sur les enfants. Après, sur les adultes, c'est un peu différent parce que tu les as pas forcément pendant une très longue durée. Les adultes loisirs, je parle. Et puis les compétiteurs, c'est autre chose parce que eux, ils font un sport. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu pour être très fort en compétition et faire vraiment de sa vie. Enfin voilà, d'avoir des ambitions de compétition de haut niveau. C'est des gens qui sont à part déjà. Mais par contre, chez les gamins, on peut le mesurer assez facilement, on le voit assez facilement, hein. Il y a des gamins qui arrivent assez introvertis, même des ados assez introvertis, qui, du coup, ça se voit sur leur posture, tu vois, c'est des gens un peu enfermés, qui te regardent pas trop dans les yeux, qui osent pas trop te parler, avec un timbre de voix un peu effacé, etc. Et des gens, au bout de 1, 2, 3, 4 années de pratique, quand ils commencent à avoir des grades, donc à être quelque chose même par rapport aux autres, c'est-à-dire que tu as des gens qui les regardent comme des gens gradés, et ben ils commencent à prendre à bras le corps leur rôle voilà, de gradés qui vont aider les plus jeunes, etc. Et du coup, tu vois que même par leur posture, ils sont plus redressés, ils sont plus confiants dans leurs attitudes. Souvent, ça s'accompagne de progrès physiques. T'en as plein, ils viennent te voir, soit c'est des petits gros, soit c'est des allumettes. Et le fait de s'entraîner régulièrement, ils se construisent un corps, ils sont fiers de leur physique, ils ont moins de complexes même vis-à-vis de ça. Et tout ça fait que voilà, t'as la confiance qui s'accompagne d'une maîtrise technique qui va en grandissant, quoi. Et où tu te dis... voilà, les gamins, ils se disent, bon, maintenant, je suis capable de faire quelque chose. Je pense que c'est même pas dans la rue qu'ils se disent, mais c'est, voilà, j'ai un endroit où je suis quelqu'un, je suis capable de rivaliser avec des gens avec qui je pensais pas rivaliser sur mon tapis de judo, de sambo, de jiu-jitsu. Et je pense, enfin, et ça, on le mesure, moi, je le vois dans des générations de gamins.
Il est en 3-4 ans une transformation radicale, quoi. Après, je sais pas si Mathias a la même expérience que moi, mais Alors Mathias, j'avais coupé ton micro, faut que tu le réactives. Mathias, comment tu peux réactiver ton micro? Je crois que c'est en bas à gauche. En bas à gauche, à côté du bouton accroché. Ok, Ah. allô. Bon, c'est bon. Ouais, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec Samy et même je rajouterais pour avoir fait j'ai fait 10 ans moi des cours enfants et j'ai vu vraiment des enfants devenir des jeunes adultes. Et en fait, c'est vraiment cool de les voir devenir des personnes intéressantes et des personnes respectées et respectables. Donc c'est vrai que c'est très mesurable sur les enfants. C'est ce qu'il y a de bien dans le judo et aujourd'hui dans le jiu-jitsu brésilien, c'est qu'ils commencent jeunes et qu'en fait tu les formates. Alors c'est pas un mot péjoratif, mais du coup tu les envoies un peu dans une direction cette fois martiale justement, de code de conduite dans la vie et que ce soit dans un dojo, sur un ring ou où tu veux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc c'est vrai que c'est assez quantifiable. Et dans le jiu-jitsu, souvent il y a des gens qui commencent tard, donc qui sont déjà des adultes, qui ont déjà leurs repères, leur éducation, leur façon de faire, etc. Et du coup, des fois, il y a un gros décalage entre les deux quand les deux se côtoient sur un même tapis ou sur un ring ou ce qu'on veut. Il y a un gros décalage de valeur martiale et d'éducation martiale. Tu vois très, très régulièrement des ceintures blanches qui sortent boire sans demander, qui marchent pieds nus en dehors du tatami, qui savent pas qu'il faut saluer le tapis, qui savent pas qu'il faut saluer le prof d'abord, qui savent pas qu'il faut voilà. Et alors que pour l'autre qui a 15 ans, ça fait 10 ans qu'il fait, c'est comme une aberration, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très facilement quantifiable sur les jeunes. La prise de confiance en soi, la prise de maturité aussi, parce que du coup, je trouve que à travers les arts martiaux et surtout chez les gens qui font déjà beaucoup de compètes et qui font de haut niveau, même jeunes, je trouve qu'il y a une maturité très différente entre un joueur de foot de 13 ans, par exemple, et un pratiquant de sambo de 13 ans qui a 8 ans de sambo. On va avoir une différence de maturité, malgré qu'ils ont le même âge, ils sont dans la même classe, ils vont au même collège, ils vont au même truc. Sur plein d'aspects, il y aura un gap énorme que peut-être le footballeur pourra rattraper plus tard ou pas. Mais c'est vraiment, je pense, l'éducation dans le sport de combat, dans les valeurs martiales. Et je suis presque persuadé que en boxe anglaise, c'est peut-être pas un art martial, et que si tu as un petit qui fait de la boxe anglaise depuis qu'il a 6 ans à 16 ans, je suis sûr qu'il fait preuve d'une maturité différente par rapport à des gamins de 16 ans de son âge. Moi, j'ai un avis sur la confiance et la raison pour laquelle les sports de combat, en tout cas, et les arts martiaux que nous, on pratique, sont des accélérateurs de confiance en soi. Et la raison, elle est simple, c'est le sparring. C'est le fait qu'on pratique des sports dans lesquels tu as du vrai contact et dans lesquels on te dit que malgré ça, tu dois continuer. C'est pour ça que je mets de côté tous les arts martiaux dans lesquels tu n'as pas ce sparring, c'est-à-dire le karaté Shotokan, même le taekwondo, c'est du sparring trop light, d'après moi, et où tu n'as pas cette possibilité de te dire, je me suis pris, parce qu'en jiu-jitsu brésilien, tu te prends des coups de genoux dans la gueule, tu as les oreilles, tu es pris en étranglement, en clé, sambo, pareil, tu es pris en clé de jambe, ou tu t'es pris un hippon et tu continues de combattre. En boxe anglaise, tu te prends une patate et tu continues de combattre. Apprendre à affronter la peur de se faire mal et de continuer à avancer malgré ça, c'est ça la confiance en soi, en fait. Et c'est ça aussi qui va faire de nous des gens qui, dans la rue, on va pas reculer. Parce qu'en fait, même si le mec te met une patate, t'es là, mais gros, je m'en prends tous les jours en entraînement, 50 des comme ça. Bien sûr, je vais pas reculer, mais je continue. Et ça, généralement, c'est ce qui va faire dire au mec en face, oh putain, c'est de la merde, là. Parce que j'ai tout donné dans cette patate et le mec, en fait, il est encore là, tu vois. Contrairement à nous, on va dire, mais en fait, mec, moi, je fais ça tous les jours. Je fais du sparring avec des ceintures noires, avec des combattants UFC. Bien sûr que je vais continuer d'avancer. Et pour moi, tu vois, pour revenir un peu sur le thème de ton podcast, quels sont les sports, je mets sport, les plus efficaces dans la rue? Et ben, c'est ces sports qui te donnent cette confiance de continuer à avancer malgré la douleur ou la peur. Et moi, j'ai toujours dit que je mettais le rugby à un très haut niveau
dans cette notion de efficacité, en tout cas dans le cas d'une agression dans la rue. Pourquoi? Parce que le rugby, la règle du rugby, c'est simple. C'est avec tes potes, tu dois aller dans le camp adverse avec deux mecs en face, le même nombre, du même gabarit que toi, qui vont tout faire pour t'empêcher. Et pire que ça, ils veulent eux aussi aller de l'autre côté, tu vois. Et donc, d'après moi, pareil, le rugby, je le classe aussi dans ces sports où tu te prends tellement de pompons dans la gueule et tu continues d'avancer malgré la peur, etc. Ça te donne confiance en toi. Et c'est ces sports-là qui, d'après moi, sont les plus efficaces, en tout cas, dans un contexte d'agression ou de défense de quelqu'un, on va dire, pour essayer d'être un peu moral. Imaginons, tu dois défendre quelqu'un dans la rue, c'est moral. Comme ça, on n'est pas dans le côté immoral d'une bagarre ou je sais pas quoi. Tu dois défendre une nana qui se fait agresser ou un voleur ou je ne sais quoi. Tu dois le contrôler le temps que la police arrive. Que ce soit la boxe taille, le kickboxing, la lutte, le sambo, le jiu-jitsu brésilien, le rugby, ces sports-là seront efficaces parce que si les mecs te tapent de toutes ses forces, etc., tu vas continuer d'avancer. Tu as l'habitude de te prendre ça. Tu fais ça 5 fois, 6 fois, 7 fois par semaine. Ça te fait rien parce que tu sais comment réagir. Alors que 99,99999% de l'humanité, quand ils se prennent une patate dans la gueule, il y a leur corps qui leur dit danger, tu vas crever là, casse-toi. Alors, t'as pas mis le Krav Maga, dans T'as pas de sparring en Krav Maga. T'as pas de sparring en Krav Maga, donc non. T'as beau apprendre à défendre virtuellement contre tous les coups de pied du monde, les couteaux, les armes, etc. Il n'y a rien qui va t'apprendre ce que c'est la sensation de te prendre une vraie patate dans la gueule ou un gros mec. Je crois qu'il y a maintenant pas mal de clubs de Krav Maga qui proposent des sparring et qui sont un peu modernisés entre guillemets ou qui sont revenus peut-être à un Krav Maga qui se faisait ou qui se fait dans l'armée. Moi, j'y connais rien. Le Krav Maga, je le connais pas vraiment. Je vois ce qui passe sur Internet et c'est vrai qu'on voit de tout et n'importe quoi. Après, je pense que cette notion de sparring, il y a pas mal de... Même les gens qui font de la self-défense. Alors, moi, j'ai du mal avec ces gens qui vendent de la self-défense, justement. Parce que pour moi, ils sont sur un... Voilà, sur un... comment dire une appellation marketing qui joue un peu sur la peur et sur le besoin de à tout prix se défendre, etc. Mais bon, tout voilà, Krav Maga, Penchak, etc. Je crois qu'ils se mettent maintenant à faire des sparring parce que ils se rendent bien compte que c'est la limite de leur proposition. C'est que s'il n'y a pas un moment où tu t'engages vraiment dans le combat, comme tu disais Loïc, tu peux tout imaginer. Déjà, même en étant un champion d'un sport qui est très très entraîné, un mec qui a fait des cinquantaines, des soixantaines de combats pro, etc. Et t'es pas sûr de survivre à une agression dans la rue. Non. Si en plus tu fais un sport où t'as pas un seul sparring, effectivement, je pense qu'ils se sont bien rendus compte que. Je vais même aller au-delà de ça. Je trouve ça même dangereux d'apprendre à des gens à se défendre contre des armes, en fait. Parce que c'est ça que j'allais dire aussi. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me souviens que quand j'ai commencé à faire du jiu-jitsu brésilien, évidemment que la première fois qu'on m'a embrouillé dans la rue, le mec, je lui ai fait un triangle, tu vois, parce que j'avais envie d'essayer de voir si ça marchait, et ça marchait. Et j'ai été content, tu vois. Et t'as été sur le... Attends, c'est important. T'as été sur le dos parce que ce qu'on lit toujours sur les réseaux, etc., c'est... Mais écoute, ça se trouve, il y avait une lame de rasoir qui t'aurait découpé l'arrière de la nuque et tu aurais perdu 10 litres de sang. Il y a du goudron, mais comment tu peux faire un triangle? Il y a du goudron, mais ça marche pas le jiu-jitsu. Mais l'adrénaline, déjà, t'oublies toute la douleur que tu te tapes pendant au moins une demi-heure, pendant et après la baston, tu vois. Tu peux te casser tous les os de la main et continuer à te foutre des patates avec l'adrénaline. Hein. Vraiment, tu réaliseras le lendemain matin que ta main elle est explosée. Et donc moi, ce qui s'était passé, c'est que le mec était beaucoup plus grand que moi. Et j'ai sauté, mais vraiment comme en jiu-jitsu, garde fermée sur lui. Le mec s'y attendait absolument pas. On est tombé sur mon dos. T'as tiré la garde, Mathias, il a tiré la garde. J'ai tiré la garde dans la rue, mec. Véridique. Ça peut marcher alors. Mais c'est dangereux de ouf. C'est dangereux de ouf. Mais à l'époque, j'étais très jeune. Hein, j'avais 17 ans. C'était très con ce que j'ai fait. J'aurais pu me prendre un penalty par derrière par un autre mec, évidemment. C'était pas le cas. Et donc le mec, juste pour revenir sur la situation que j'expliquais, donc le mec, ça faisait 6 mois, presque un an que je fais du jiu-jitsu brésilien. Samy, il veut te faire la peau là. Samy Zran, il veut te faire la peau parce que c'est l'école Sambo et tout. Attends, je vais juste finir
pourquoi je trouve que c'est dangereux le Krav Maga? Parce que du coup, ça faisait 6 mois, 1 an que je m'entraînais 4-5 fois par semaine et que je me suis dit, vas-y, c'est pas pour rien. Je veux voir si ça fonctionne, tu vois. Et du coup, j'ai essayé, ça a fonctionné, tu vois. Et moi, je me dis, le mec qui fait du Krav Maga 2 fois par semaine depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, le jour où il y a un mec qui va se poter avec un couteau devant lui et qui va lui dire file-moi ton portefeuille, sachant qu'il paye pour s'entraîner 4 fois par semaine à contrer des gars avec des faux couteaux, je me dis qu'il y a forcément une partie de ces mecs-là qui vont se dire bon vas-y je tente, j'essaye, j'ai pas appris tout ça pour rien, tu vois. Et c'est ces mecs-là qui sont plantés au final. Et c'est ce que je trouve dangereux en fait dans le Krav Maga parce que c'est impossible d'apprendre à un mec à se défendre à main nue contre des lames. C'est pas possible. En fait. T'as des vidéos qui avaient été postées où des profs de Krav Maga essayaient un peu de ce qu'on appelle débunker, tu sais, de casser un peu tous les mythes qu'on dit autour du Krav Maga et ils échangeaient en fait les couteaux que tu as en plastique par des marqueurs. Et en gros, ils disaient à leurs élèves, on va faire les mêmes techniques d'esquive des lames, tu vois. Au lieu du plastique, c'est des lames, c'est des marqueurs. Et après, donc, ils font les exercices, exactement, tout se passe très bien. Le mec arrive pas à le planter, tu vois. Et après, il dit, OK, on va regarder vos bras. Et les mecs, ils montent leurs avant-bras et t'as des croix de partout sur leurs avant-bras. Donc, ce qui veut dire que tu meurs 5 minutes après, tu t'es vidé de ton sang, tu vois. Donc, en soi, ça marche pas. Le Krav Maga, ça fonctionne dans un cas de figure où tu es en guerre, que le mec en face de toi, il veut te tuer et que c'est soit tu meurs parce qu'il te plante, soit tu meurs parce que tu as essayé de te défendre et potentiellement tu peux survivre. Mais il n'y a pas d'autre solution. Alors que dans la rue, il y a 1000 solutions. Le gars te dit passe-moi ton portefeuille. La solution de survie, c'est je lui file mon portefeuille. Là, tu survis, quoi. Bon, les pratiquants de Krav Maga, faudra pas hésiter à commenter. Hein. L'adresse de Loïc aussi au cas où. Ouais, tu peux donner la mienne aussi. Hein. Même la mienne, ils peuvent venir à 10, 15. Venez au Parc des Princes. Ouais, Salut, t'avais une anecdote? Non, j'avais une anecdote sur le triangle parce que j'ai un copain, peut-être que vous le connaissez, qui avait un resto chinois et qui s'était fait agresser. Ça avait fait petit papier. Un petit Albert. papier, Albert. Donc, je sais qu'il s'est entraîné à pas mal d'endroits. Il s'est entraîné chez moi pendant un petit moment. Ouais, il s'est entraîné chez nous aussi. Ouais. C'était un jujutsu. Mathias, prends la propagande. Propagande jujutsu. Non, mais je sais plus. Il avait étranglé le type, non? Et il lui avait tiré la garde et triangle, pareil. Et le mec était armé d'un faux pistolet. Il s'était rendu compte que c'était un faux. Il avait pu analyser le truc parce qu'il avait vu l'arme de près. Et il a réussi à avoir la gouache et le courage d'aller lui tirer la garde. Il lui a mis un triangle, il l'a endormi. Il a attendu patiemment que les flics viennent le réveiller. et en fait, quand on entend souvent les mecs professionnels de la self-défense, ils disent très souvent oui, non, faut rien faire comme contrôle en se mettant au sol. Si on se met au sol dans une vraie bagarre de rue ou dans une vraie agression, on est mort, etc. Bon, finalement, dans la réalité des choses, parfois, ça marche. Ouais. Puis, ma vision aussi, c'est que si tu es sur du 1 contre 1, tu risques rien à aller au sol. Si tu es sûr, je veux dire, en l'occurrence, moi, le cas où ça s'est passé, j'étais sûr que c'était. Voilà, le mec voulait me racketter, je savais qu'il était seul, tu vois. Et après, j'en ai pas sûr à 200%, mais le cas de figure dans lequel ça s'est passé, je savais que je prenais pas de risque par rapport à ça. Après, c'est clair que tu vas pas faire un double leg à un mec si tu es en train de te mêler avec 10 gars. Genre, là, clairement, c'est suicidaire, tu vois. Mais par contre, savoir se battre au sol, ça veut pas dire combattre au sol. Ça veut dire que si tu tombes, ce sera toi le premier debout. Ça veut dire que si tu tombes, que si le truc arrive au sol, tu vas être capable de renverser, te relever, ce genre de choses. Tu auras les meilleurs réflexes. Et de toute façon, le cas de figure, moi, je le répète 1000 fois. Le judo, ça reste, et le sambo et la lutte, pour moi, c'est les sports qui sont ultra efficaces dans la rue parce que tu te prends un tampon sur du béton, un takedown, un vrai takedown de judo, de lutte ou de sambo. Jiu-jitsu brésilien, les notes sont un peu différents parce que c'est vrai que l'idée, c'est de ratterrir dans une situation où tu vas pas être pris en demi-garde ou ce genre de truc, quoi, tu vois. Mais les judokas dans la rue, ils sont d'une dangerosité, c'est incroyable. Et quand on te dit ouais, dans la rue t'as pas de kimono, mais arrête, on est tous en manteau 80% de l'année, de quoi vous parlez? Bien sûr qu'on est en kimono, on n'est jamais en lycra dans la rue, quoi, tu vois, à part Danaher qui se balade en lycra toute l'année. Mais attends, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai lu une story là de Cyril Diabaté il y a 4 jours qui disait que non, finalement, il privilégierait plutôt la lutte que le judo dans la rue parce que les judokas sont habitués à des saisies
de col très dur, alors que dans la rue, on a des t-shirts qui sont extrêmement fins. Donc du coup, peut-être que Samy va sauter sur sa chaise, mais en tout cas pour lui, selon lui, j'ai été un peu surpris honnêtement. J'apprécie beaucoup ce que dit Cyril Diabaté et il doit d'ailleurs nous écouter. Il nous écoutera probablement au niveau. Il est très passionné par le sujet d'ailleurs aussi. Hein. Il parle souvent de self-défense. Tout le monde qui aime les arts martiaux, les sports de combat parle de self-défense parce qu'aujourd'hui le self-défense c'est un business. Et là, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table pour dire que le business autour de la self-défense, c'est de la merde. C'est fait pour faire de l'oseille et vendre des DVD. Et voilà, quand t'as un mec comme Frank Ropers, qui est physiquement solide, qui est un mec bon, lui, entraîné, qui s'entraîne, qui est musclé, qui fait des sports de combat depuis des années, parce qu'il fait pas que sa merde, hein, il fait d'autres trucs, machin, qui prend... un livreur de pizza, un coupeur de sushi et un mec qui livre des vélos en stage, qui les éclate sur des tables, qui fait des démonstrations où il casse les doigts des mecs et tout ça. Évidemment, c'est impressionnant et ça fait vendre. Mais tiens, j'aimerais bien, justement, quand il monte là, c'est low kick et tout ça. Donc lui, moi, je suis sûr que s'il me met un low kick, il va me faire mal, tu vois. Mais j'aimerais bien, je fais un low kick à Cyril Diabaté pour voir. Et puis lui, t'en rends un après. Juste, on regarde, tu vois. C'est super facile. Moi aussi, si je prends un mec qui a jamais fait de JJB et je lui mets un kimono, je lui dis tiens, vas-y, viens, je vais te triturer. Et d'ailleurs, il y a eu une vidéo là, j'ai oublié comment il s'appelle, le mec de YouTube là qui est. C'est Greg MMA. Non, pas Greg. Un mec qui fait des vidéos de muscu. C'est un brun aux yeux. C'est un brun. Shape, non? Thibaut InShape, voilà. Thibaut InShape. Donc lui, il a une grosse chaîne et c'est un gars, il aime bien aller essayer de nouveaux sports. Et il a essayé le YouTube brésilien avec Vincent Nguyen qui fait 58 kilos. Enfin, qui faisait à l'époque 58 ou 59 kilos. Lui, le mec Thibaut InShape, là, il en fait 80. Il fait que de la muscu, il est balèze et tout. Mais si tu vois ce qu'il lui fait, c'est son jouet. C'est son jouet, il le tord dans tous les sens et il fait ce qu'il veut avec lui. Et donc, en fait, voilà, c'est très facile de faire des démonstrations impressionnantes sur des mecs bidons. Enfin, des mecs bidons, entre guillemets, dans le sport, quoi, qui connaissent pas. Et après, tu vends des formations, tu vends des trucs, tu vends des machins, alors que tu vends rien. Donc, on est tous d'accord pour dire ça que on peut pas faire un business autour de ça parce que on ment aux gens. Et comme tu dis, Loïc, tu te fais racketter, ta solution, tu veux une solution de survie, donner. Tu veux une autre solution, inscris-toi à l'athlétisme, fais des 200 mètres, tu vas voir si tu cours vite sur 200 mètres et on va pas te rattraper. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, maintenant, si tu es amené à te battre et que c'est horrible et tu es obligé de te battre, évidemment, les sports de combat, ils seront 1000 fois plus efficaces que toute leur merde de cette tout leur truc là, c'est de la merde. Après, en toute honnêteté, moi je pense que ça dépasse ça. En réalité, si on veut être vraiment honnête sur le sujet, je pense que en réalité, c'est un sportif, il s'en tirera toujours mieux qu'un sédentaire. Exactement. Dans une situation. Même en handballeur. Hein. Parce que il a plus de réflexes, il a une meilleure condition physique, etc. Mais c'est pas dit qu'un mec qui fait de la boxe thaï, même très fort en boxe thaï, il s'en sorte mieux qu'un tennisman, par exemple. Bien sûr. Parce que tu as des tennisman qui sont très solides, qui vont avoir des super réflexes, qui vont avoir qui va avoir le sens même du truc, du timing, qui va sentir le danger, qui va être beaucoup plus efficace sur une vraie situation de danger. Alors que le mec qui s'entraîne en boxe thaï, lui, au fond de lui, c'est un mec qui est tranquille, qui est qui va se faire vraiment surprendre, etc. Il va se faire ouvrir en deux. Donc c'est pas tant le sport de combat en lui-même qui est important. C'est déjà faire du sport de manière régulière. Plus tu vas être entraîné, plus tu vas pouvoir réagir face à des situations d'incertitude. Après, idéalement, un sport de compétition, parce que quand tu es compétiteur, comme tu disais, Loïc, tout à l'heure, tu as vécu, même si c'est pas des sports de combat d'ailleurs, tu as poussé ton corps au stress et au-delà de ses limites. Donc, tu vas avoir plus de facilité à réagir. Et après, bien sûr, si on resserre sur les sports de combat, moi, pour ma part, je pense que un sport, tu me disais, Amadou, tout à l'heure, l'avis de Cyril Diabaté. Moi, je pense au contraire qu'un sport où tu peux attraper de la veste, du tissu, c'est intéressant. Moi,
moi, je prêche pour ma paroisse, mais le sambo, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de situations où on tient le tissu et on a beaucoup de situations où on ne tient pas le tissu aussi, où on peut arracher l'adversaire, etc. Donc, il y a des attaques aux jambes, il y a un panel technique quand même qui est très, très large. Idéalement, quelque chose qui est, où tu peux expérimenter le combat pied-point, le combat en lutte au corps à corps et le combat au sol. Un sport libre, c'est ce qui va te permettre de couvrir le plus, de gommer le plus d'incertitudes si jamais tu dois te battre avec quelqu'un, quoi. De toute façon, le MMA, c'est clair que c'est le meilleur sport. Il y a même pas. Même le sambo, hein, c'est un sport que je trouve très complet. Hein. C'est un sport qui est très très complet, dans le sens où, comme il l'a dit, plus tu barres des incertitudes et mieux c'est, parce que voilà, un boxeur, lui, il n'est pas à l'abri des takedowns et il sait même pas, enfin, la plupart des boxeurs, en tout cas en anglaise, ils savent pas forcément sprawl, ils ont pas vraiment cette notion, ils ont pas tout ça en fait. Et pareil pour un Jujitsuka, il a pas forcément l'habitude de se prendre un genou dans la bouche ou de se prendre, je sais pas moi, un crochet avant dans la bouche ou autre. Toutes ces... Alors que le combattant de MMA, lui, il a l'habitude de tout. Il a l'habitude de se prendre des takedowns, il a l'habitude de se prendre des... Tu parlais tout à l'heure de taille, Samy. Ouais. Moi, je suis pas trop d'accord dans le sens où, pour moi, la taille, c'est vraiment la discipline en termes de percussion qui est, pour moi, le plus adaptée à la rue, dans le sens où la taille, ils utilisent énormément les genoux. Ils utilisent énormément les coudes et les poings. Au final, dans la rue, ça sert pas à grand chose les poings parce que c'est très fragile. Personnellement, peu importe combien d'années de boxe tu as, moi personnellement, j'ai que 22 ans, mais peu importe l'âge que vous avez, les poignets, les phalanges, tout ça, c'est des choses qui sont très fragiles. Et pour moi, le fait d'utiliser rien que les coudes, les genoux, tout ça, c'est beaucoup plus adapté à la rue et c'est beaucoup plus efficace. Et même la taille pour l'aspect clinch. Rien que l'aspect clinch, je trouve que c'est largement plus adapté à la rue que par exemple la boxe anglaise très stable sur leurs appuis. Ouais. Ou même le judo, typiquement. C'est vrai que le judo, c'est un sport de prévention qui est assez efficace quand même, mais typiquement, un gars qui fait de la taille, il a l'habitude de clinch et surtout, il est actif quand il clinch. Quand il clinch, il est très actif, il met des genoux, il met des coudes, t'es à l'abri de rien avec un pratiquant de taille. Donc ouais. Après, comme... je disais, ouais, vas-y. C'est quoi la boxe que fait Luc machin, le Canadien? C'est la boxe birmane là avec les coups de tête et tout? Ouais, bah ça c'est de la taille, mais avec des coups de tête autorisés et il n'y a pas de gants. C'est comme du bark knuckle mais version boxe. Ouais, moi j'ai commencé à j'ai oublié son nom, hein, ce Québécois là, mais j'ai commencé à m'intéresser un peu à cette boxe avec lui là, et je trouve ça archi intéressant quoi. C'est vraiment super intéressant. Et ce que tu disais, le clinch, c'est super important parce que dans la rue, les mecs qui pensent avoir confiance en eux et qui vont venir te casser les couilles, souvent qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire un front, ils vont venir se coller à toi pour faire les cotes. Et en fait, c'est dans ces cas de figure-là que toi, si tu sais te battre effectivement en corps à corps, que ce soit en grappe, en jiu-jitsu, en judo, ou même en taille, avec les clinches, les coups de genoux, etc., c'est là que t'es trop fort. T'es trop fort. Et en plus, si tu sais mettre un coup de tête pour mettre le mec KO avec la boxe birmane. Ouais, c'est ça qui est bien avec la boxe birmane. Après, la boxe birmane, le truc, c'est, pour moi, le bark knuckle et la boxe birmane, c'est pas des disciplines que je recommanderais, en tout cas, à ma communauté. J'ai une page qui comptabilise plus de 27 000 personnes maintenant. C'est des sports que je partage de temps en temps, mais que je recommande pas du tout, dans le sens où la carrière, elle est très courte dans ces sports-là. Pour moi, la carrière, elle est très, très courte. Tu t'abîmes énormément la santé. Justement, je trouve que on sort du sport. Ah ouais, là, c'est plus du sport. Pour moi, c'est du divertissement pur et dur. Hein. Ta propre intégrité physique et l'intégrité physique de ton adversaire, elles sont pas garanties. C'est pas bon. En sambo combat, on a le droit au coup de tête également. Mais on a quand même un casque, on a des mitaines, etc. Donc, tu peux avoir le droit tout le temps au coup de tête, ou genre vous y avez le droit tout le temps au coup de tête, ou c'est juste dans les compétitions, j'en ai vu pas mal des coups de tête. Tout le temps sauf au sol. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que j'ai déjà vu plusieurs fois des coups de tête mis et à chaque fois je me disais putain, mais pourquoi on n'en voit pas plus? Mais ça m'avait un peu étonné. En France, le règlement vient de changer avec l'apparition du MMA, l'autorisation, la légalisation du MMA. On a pu avoir le règlement du sambo qui s'est aligné sur le règlement international, mais en France, ça se faisait pas malheureusement.
Et maintenant, à partir de maintenant, c'est possible de le faire en France aussi. Du coup, mais voilà, à partir du moment où tu n'es pas protégé, comme dans la boxe Birman ou dans le bare knuckle. Pourquoi tu te marres, Mathias? C'est Loïc qui me fait rire. Samy, ouais. Les entraînements complets, t'es là. Il met des coups de tête tout seul devant son écran. Voilà, bare knuckle ou boxe Birman, c'est quasiment Loïc qui se bat avec les supporters adverses, quoi. On est dans le même cas de figure. C'est un peu codifié, mais pas suffisamment pour que ce soit un sport. Non, clairement. En tout cas, les carrières, elles sont courtes dans ces sports-là. Il faut savoir qu'au bout de 10 combats, en général, c'est compliqué après pour l'état physique, quoi. D'accord. Alors, pour conclure ce podcast, ce serait intéressant d'avoir pour chacun, dans votre discipline de prédilection, qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous sortez dans un objectif de self-défense. Là, je dis dans un objectif de self-défense. Donc, on avait bien défini le contexte où la self-défense commence aussi d'abord par une attitude. Une attitude, vouloir sortir d'une zone de conflit, vouloir éviter le conflit. Dans le cas où une personne est armée, se délaisser en fait des objets que demande l'agresseur, parce que s'il est armé d'un gun ou d'une arme et qu'on est avec notre petite fille, notre petit garçon ou notre femme, eh bien on va pas tenter le diable. Mais donc dans le cas où on a dépassé tous ces éléments et on est dans un contrat. Ma femme, le premier. Ouais, la femme de Mathias, elle s'en sortirait mieux que nous, je pense. J'envoie ma femme d'abord. S'il la bat, peut-être je viens. Parce que tu peux nous dire son palmarès et son sport. Comme ça, Elle combat demain au championnat du monde. Là. Elle a fait un peu de judo. Elle combat là d'ailleurs, là il faut que je l'appelle. Elle combat demain matin là, au championnat du monde. Qu'elle est dans le top 5 mondial. Là, sur les championnats du monde, elle est numéro 2 mondial. 3 fois championne d'Europe, médaillée aux Jeux de 2012, médaillée mondiale. Donc d'accord. Quel est son nom et prénom? Je sais que c'est une athlète belge, c'est ça? Caroline Van Snick. D'accord, une athlète belge. Une athlète belge, exactement. D'accord, au top. On lui souhaite beaucoup de force. Belgique. Bon courage à elle. Yes. Et du coup, on disait, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette au niveau d'une confrontation 1 contre 1, self-défense totale. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on garde dans notre sport, qu'est-ce qu'on jette? Samy, toi, tu es la boxe anglaise, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu jettes? Moi, j'ai envie de vous dire, je garde pas beaucoup de choses dans le sens où, comme je l'ai dit juste avant, les points, c'est très fragile. C'est très fragile dans le sens où, déjà, pour moi, faut éviter, faut éviter de trop être proche de la personne, déjà. En fait, moi, ce que je prendrais de mon sport, en tout cas, du peu d'expérience que j'ai, ça fait 5 ans que j'en fais quand même de la boxe anglaise, mais du peu d'expérience que j'ai, la seule chose qui m'aide, on va dire, dans la rue, c'est la prise de conscience du danger qu'il y a, du danger qu'il y a d'être trop proche de la personne, d'être à mi-distance, de savoir que tu peux te prendre un crochet à la pointe du menton, de savoir que tu peux te prendre un crochet juste ici ou à l'arrière de la tête. Toutes ces choses-là, les gens qui n'ont jamais fait de sport de combat, en général, ils le savent pas forcément. Un mec qui a fait du football toute sa vie, il sait pas que prendre un coup derrière la tête, ça peut être fatal. Un boxeur, il le sait. Un boxeur, il le sait, et il en a conscience parce qu'à l'entraînement, il s'est déjà pris malheureusement des coups, des fois à l'arrière de la tête. Ça arrive malheureusement. Bon, on a un casque, on a, comme tu dis, les couches culottes, les grosses coquilles là. On a tout ça pour éviter les dégâts, mais on a conscience que un coup, ça peut être fatal. Et du coup, déjà, c'est la seule chose que je peux prendre si je suis amené à me battre. Je me suis battu, je crois, peut-être 2-3 fois dans ma vie, pas plus. Et en général, c'était en boîte de nuit, donc c'est tout le temps dans les mêmes endroits qu'il y a les bagarres de toute façon. Et du coup, ouais, c'est le fait juste de savoir que ça peut être fatal. Du coup, rester à distance, son bras avant. Moi, sincèrement, j'userais principalement de mon bras avant pour garder à distance la personne et contrer dès qu'elle est trop ouverte ou dès qu'il a sa garde totalement. La plupart, ils ont pas de garde, mais voilà. Okay. Rester à distance, prendre conscience que ça peut être fatal. Okay, moi, ce que je jette, les mouvements de tête, les bobonnes un peu trop larges. Déjà, essayer de faire du corps à corps. Un boxeur anglais, il faut savoir qu'il a l'habitude de varier distance, mi-distance et corps à corps.
souvent on a la mauvaise habitude de mettre un jab, puis après de mettre notre garde et rentrer en tête à tête. Ça, il faut éviter dans la rue, les tête à tête. Enfin, rentrer en tête à tête avec la garde, ça sert à rien. Il faut vraiment rester à distance, user de son bar avant. Et ce que je jetterais, du coup, ce que je jetterais, c'est ça, le corps à corps. Trop se baisser, essayer de faire des esquives rotatives, on va dire. Ça pour les genoux, forcément, pour éviter tout ça. Mais ouais, garder la distance et essayer de contrer au maximum, quoi. C'est tout. Mathias, tu gardes quoi et tu jettes quoi au niveau de... Alors, on te dit, toi, judo ou jiu-jitsu brésilien? Toi, c'est jiu-jitsu brésilien, Mathias. Ouais, c'est brésilien. Quoique, peut-être boxe anglaise, hein, tu as démarré la boxe anglaise il y a peu, là. Enfin, tu fais de la boxe anglaise, tu me dis, depuis, là. Je fais de la boxe anglaise un peu, c'est stylé, la boxe anglaise. Je dirais, franchement, si c'était pour la self-défense, ce que je garderais, c'est corps à corps direct. Voilà, j'irais me coller ma tête sur lui le plus possible. Comme ça, j'évite le plus de coups et je trouverais un truc à tordre ou un truc à étrangler là-dedans. Et ce que j'éviterais, je pense, c'est tirer la garde à distance, quoi. J'éviterais de me mettre en dessous et de le regarder et d'essayer de faire un crochet de la riva pour lui grimper dans le dos. Voilà, tu vois, je ferais pas ça, quoi. Je pense que voilà, je pense que vraiment je me collerais à lui, ma tête collée contre lui, comme ça, si je prends des patates, ça me fera pas trop mal. Et après, je trouverai quelque chose à tordre, quoi. Merci, c'est intéressant de le préciser parce que sur Twitter notamment, j'entends toujours les personnes, les tweetos me dire mais t'es sur le dos. Mais le jiu-jitsu, c'est pas qu'être sur le dos. Il arrive que je peux être sur le dos. C'est ce que je jetterais, quoi, parce que c'est vrai que là, dans un truc comme ça de self-défense, on a des expériences où ça s'est bien passé. Tant mieux, mais c'est vrai que déjà tu pas à l'abri de prendre un penalty par derrière d'un autre mec. Même le gars qui jette sur toi avec une patate ou avec un coude ou avec même un coup de tête, tu vois. Et toi tu le prends dans la bouche, ça peut te faire bizarre, quoi. Donc voilà, je pense que j'éviterais de me mettre sur le dos. Après, je pense que si jamais dans la bagarre tu arrives sur le dos, peut-être tu vas avoir des bons réflexes, tu vas peut-être mettre une clé de bras, tu vas peut-être avoir un truc qui va te sauver. Mais bon, imagine tu mets une clé de bras, le mec il sait ce que c'est un slam ou quoi, machin, il te slam sur le béton, ça va te faire bizarre, hein. Donc voilà, ce que je garderais, ce que je jetterais, ce serait ça. Intéressant. Samy, Loïc, qui est le prochain? Vas-y, Samy, comme ça il y a une transition entre deux jiu-jitsu là, pour éviter La même chose. Samy, sambo, judo. Ouais, donc franchement, pour le sambo, on peut quasiment tout garder, hein, parce que... Surtout les coups de tête. Excuse-moi de te couper. On n'avait pas défini au départ sambo sportif, sambo combat. Il faut leur dire aussi que toi, tu es sambo combat aussi. Hein. Sambo combat, sambo sportif. Donc, tu as aussi de la percussion, MMA russe. Hein. Ouais, exactement. Okay. On pratique. Moi, j'étais compétiteur en sambo sportif, principalement. Après, j'ai pratiqué et je pratique encore le sambo combat, même avec mes gars, même avec les compétiteurs. Et puis, j'entraîne des gens qui sont assez performants en sambo combat. Donc voilà, nous on est sur les deux styles et de toute façon Max Valo, Gianni, exactement, entre autres Ludo aussi, Oran aussi. Je parlais du combat, je parlais des sambo combat. Combat. Oran, elle a boxé la dernière fois, on a boxé ensemble, donc elle va s'y mettre aussi. Mais ouais, donc je pense pied-point, coup de tête, c'est impeccable pour une entrée en matière, hein. De toute façon, ça démarre à distance, donc il faut savoir s'en servir. Soit on a l'opportunité de garder cette distance et puis de jamais se rapprocher, et puis après chacun rentre chez soi, tant mieux. Mais si ça se rapproche, une saisie de tissu idéalement. Et puis tout ce qui est balayage, fauchage, c'est des choses qui ne demandent pas trop d'énergie et généralement qui sont très très efficaces, surtout sur des gens qui n'ont pas l'habitude, parce que c'est une perte d'équilibre directe avec des grosses chutes qui font très mal. Et puis après, favoriser toutes les positions où on est dominant. Et en sambo, c'est quand même ce qu'on recherche, hein. On travaille assez peu en dessous, à partir de la garde, en dessous. Même s'il y a quand même ce travail-là, mais c'est pas le cœur du travail. Donc chercher à avoir toujours une position dominante. Et puis quitte à rester debout, hein, tant qu'on peut. Si l'autre est par terre, ça lui passera l'envie de se relever pour se reprendre un slam derrière.
Donc franchement, je pense que le sambo, ça a quand même pas mal d'avantages dans le cadre de la self-défense. Il y a beaucoup d'outils, quoi. D'accord. Et t'as oublié qu'est-ce que tu jettes? Et ce que je jette, voilà, le travail, un peu le travail en dessous. Le travail de clé de jambe, je pense que c'est pas ce qui est le plus efficace parce qu'on a besoin de se mettre vraiment au sol. Et en effet, on peut. Sur des chaussures, c'est pas toujours évident. On peut se faire agripper. Si le mec est plus solide, un gros gabarit, il peut quand même défendre. Même s'il n'a pas d'expérience, vraiment nous gêner sur une clé. Donc ouais, peut-être pas utiliser les clés de jambes, pas travailler du dessous. Et puis éviter aussi tout ce qui est souplesse et les arrachés trop aériens. Parce que sur le béton, il suffit que tu tombes avec le mec. Nous, on a l'habitude de poser le front dans le tapis quand on tombe. Mais voilà, sur du béton, c'est pas valorisé, je pense. Vaut mieux l'attraper, le chiffonner et lui mettre des balayages. Ça marche très bien. En plus de pouvoir tuer le mec sans faire exprès. Hein. Et encore que prendre l'insuplex, ce serait pas sans faire exprès parce que c'est extrêmement dangereux. Soit le tuer lui, soit le tuer toi sans faire exprès. Donc c'est quand même. En effet. Et là, juridiquement parlant, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué. Peut-être que ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast. Mais en effet, toutes ces notions de proportionnalité, etc. Comment je dois rendre une gifle ou autre. Voilà. Merci. Loïc, pour terminer. Alors moi, écoute, bizarrement, je vais aller un peu à contresens. Je pense que moi, je garde tout, à part le truc qui est vraiment trop sportif du jiu-jitsu, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va être l'APL, berimbolo, les trucs qui sont vraiment normalement en jiu-jitsu fait pour gagner des points, tu vois. Donc ça sert à rien effectivement dans un combat. Mais en fait, moi, sinon, je garde tout. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui fait que plus tu es réactif et tu as de réponses possibles à un problème, et plus, en fait, tu as des chances de survie. Alors, effectivement, c'est pas conseillé de venir te battre au sol, mais c'est pas dit que tu t'y retrouves sans le vouloir, en fait. Sur le dos, tu peux glisser, tu peux tomber sur une bordure, le mec te pousser, etc. Donc, dire que je retire entièrement le combat depuis le dos, ça serait ridicule parce que du coup, je pense que potentiellement, tu peux te retrouver dans cette situation sans le vouloir. Donc, et c'est quand même mieux de savoir le faire parce que, effectivement, si tu te retrouves sur le dos parce que tu as glissé et que le mec est venu te sauter dessus, savoir claquer un triangle ou savoir faire un juji ou savoir ne serait-ce que renverser, ça peut te sauver la vie en fait. Donc c'est pour ça que moi potentiellement en fait je garderai tout. Mais après c'est vrai que moi, vu que je fais pas beaucoup de compètes en jiu-jitsu et que je fais du MMA à côté, j'ai un jiu-jitsu qui est assez old school. Donc en fait dans mon jiu-jitsu à moi, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont. Moi d'ailleurs quand je donne cours, je dis à mes élèves, focussez-vous sur la soumission et pas sur les points. En tout cas, focussez-vous sur les positions qui vous permettent de soumettre et pas genre je m'en fous si tu as gagné ton combat par un avantage, ça m'intéresse pas. Je préfère que tu les soumis, tu vois. Donc dans le jiu-jitsu que moi je fais, qui est plutôt un jiu-jitsu typé années 2000, tu vois, je retirerai rien. Mais effectivement, par contre, dans le jiu-jitsu moderne, je pense que tu as aujourd'hui toute une catégorie de jiu-jitsuka qui clairement en MMA vont avoir beaucoup de mal et Gordon Ryan en fait partie parce que son jiu-jitsu d'après moi est pas forcément super bien adapté au MMA. Mais à voir, parce qu'il est justement tellement polyvalent qu'en fait, il y a moyen qu'il fasse des dingueries en MMA, tu vois. Mais je veux dire, tu prends Marcelo Garcia, il n'a pas réussi à s'en sortir parce que son jiu-jitsu n'était pas adapté. Galvao, il s'est pris une claque dans la gueule, il a rien fait parce que il s'est chié dessus. Hein. Même Rodolfo qui a pris une guillotine il n'y a pas très longtemps. Jacare, voilà. C'est les légendes de notre sport. Les légendes de notre sport, tu vois. Et pourtant, Jacare, je trouve qu'il avait vraiment tout parfait pour le MMA, tu vois. Mais encore une fois, les gars, après, ils ont quand même un Sherdog un peu assez respectable quand même. Je critique personne juge, surtout que, en tout cas, moi, j'ai jamais fait de combat, mais ce qu'on sait, c'est que tu vois, par exemple, là, ce qu'il vient de dire Loïc, moi, j'enseigne tout le contraire. Parce que on n'a pas du tout la même vision et parce que moi ma pratique elle est sportive et si j'ai formé beaucoup de gens champions dans le jiu-jitsu brésilien sportif, c'est parce que on n'est pas là la soumission c'est la cerise sur le gâteau, c'est le champagne mais
moi, si mes élèves ils gagnent d'un avantage ou quand moi je gagnais d'un avantage, je suis content parce que c'est moi qui suis au premier tour, qui suis au tour d'après, tu vois. Et si je fais 6 combats et que je fais 6 combats gagnés par un avantage, c'est moi le champion. C'est pas les autres. Donc voilà, c'est deux aspects qui sont très différents et c'est pour ça que pour le MMA, et il a tout à fait raison, c'est quand même tout à fait différent. Tu verras pas un mec dans la cage qui fait des berimbolos et des trucs bizarres où il se tord dans tous les sens parce qu'une fois qu'il aura pris 2 coups de poing marteau dans la tronche, il va plus beaucoup rouler sur les épaules. Donc voilà, c'est pas le même sport, c'est pas la même chose. C'est que Ryan Hall qui s'en sort bien. Ouais, il y avait Ryan Hall qui s'en était pas trop mal sorti, mais il était dans une catégorie qui permettait aussi, quand tu prends des coups, c'est pas la même frappe, quoi. Quand tu fais 90 kilos, que tu prends une patate dans la gueule, c'est pas la même qu'un mec de 65. Mais voilà, c'est pas le même aspect, c'est pas le même sport. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment différencier, comme il l'a très bien dit, le jiu-jitsu sportif et le jiu-jitsu qu'on pratique pour la self-défense, là, pour la rue, pour ceci, pour cela, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, j'ai pas trop le temps de le placer pendant le podcast, mais quand Mathias et moi on a commencé le BJJ, il y a quoi? Il y a peut-être 15-16 ans. À l'époque, la plupart des mecs qui faisaient du BJJ faisaient du MMA. Genre 90% des mecs faisaient du MMA. C'était des minorités de mecs qui faisaient que du jiu-jitsu. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça veut dire que tu vas dans un club de BJJ, 90% des gars font que du BJJ. C'est ça. Ouais. Et t'as 10% des gars qui, un peu comme moi, vont toucher un peu au MMA ou qui vont s'intéresser un peu au côté bagarre, self-défense, etc. Tu vois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et tant mieux parce que du coup, t'as les deux. Et ça veut pas dire que t'as des clubs différents parce que moi, je m'entraîne dans un club extrêmement sportif. Tu vois, je suis à la MK Team. Olivier Michaelesco, mon sensei, il est genre, mais tu peux pas plus jiu-jitsu sportif que lui. Le mec, il fait des menottes avec le kimono, des trucs. Ça n'existe pas dans la rue, tu vois. Mais à côté de ça, quand tu travailles avec lui, tu apprends en utilisant toi ta physiologie, tu vois, à trouver aussi ton jeu là-dedans, quoi, tu vois. Et pour finir, moi, je pense, je vais citer Joe Rogan qui disait, il n'y a rien de mieux que de s'entraîner avec des animaux pour savoir se défendre dans la rue. Et tu t'entraînes tous les jours avec des animaux, que ce soit en sambo, que ce soit en boxe, que ce soit en rugby, et le mec te rentre dedans. Le jour où il y a un lambda qui te rentre dedans dans la rue, c'est cadeau. Voilà. C'est vrai. C'est la belle conclusion. Belle conclusion. Merci à tous pour la qualité des échanges. Si vous avez des dédicaces ou placements de produits ou autres, n'hésitez pas. Dédicace à personne, fallait être là. Tu as dit? Dédicace à personne, fallait être là. Merci à tous en tout cas. C'était intéressant. Merci Amadou de nous avoir réunis. Samy, enchanté. Enchanté à vous aussi. En tout cas, c'était un plaisir de tous vous voir et d'échanger avec vous. Merci Amadou pour l'invitation et je souhaite une très très longue vie à ta chaîne YouTube du coup et du coup à tes podcasts, que tu vas publier, je pense, sur différentes plateformes, non? C'est ça. Du coup, très longue vie à tout ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir de plus en plus de personnes communiquer et voilà, faire des médias autour des sports de combat parce que c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque. Il faut que les gens voient le talent. Il faut, peu importe que ce soit du grappling ou de la boxe, faut mettre ça en avant. Donc voilà. Merci. Il y a de la place pour tout le monde, hein. Vraiment. Il y a de la place pour tout le monde. Donc on n'hésite pas à donner de la force. N'hésitez pas à donner de la force et puis. Tu peux balancer une exclue ou pas? J'ai failli envoyer un freestyle. Non, que jiu-jitsu brésilien à la rentrée, après le confinement, là, il y a des très 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 gros trucs là qui arrivent avec la CFJB. Je reste là, tu vois, mais c'est vraiment du très très lourd. Donc il y a moyen que vraiment ça se développe de plus en plus, encore mieux. Et donc voilà, restez connectés pour les aventures du JJB. On reste connecté. Voilà. Samy, Loïc, peut-être, c'est bon? Ouais. Moi, merci. C'est super intéressant de pouvoir discuter. Alors, Mathias, on se connaît. Il m'a même hébergé quand j'ai fait mon Tour de France il y a longtemps et tout. Donc, on se connaît très bien. Mais en tout cas, ravi d'avoir Samy. On se connaît un peu via Twitter. Et en tout cas, vous aviez failli vous battre d'ailleurs, c'est intéressant. Non, on va aller jusqu'au bout. Je rigole pas, c'est vrai. Hein. Je vais découvrir le jiu-jitsu brésilien avec Loïc. Enfin, le vrai jiu-jitsu, parce que j'en ai déjà un peu fait, mais je vais découvrir le vrai jiu-jitsu brésilien avec Loïc.
C'est pas vraiment une bagarre. Je m'étais porté volontaire pour lui dire dans un. Il avait dit ouais, le jiu-jitsu, j'y crois pas et tout. J'avais dit vas-y, si tu veux, je suis chaud. Mais Un bagarreur, ce Loïc, un bagarreur. Ouais, bah oui. Bah après, c'est vrai que ça donne plus envie de découvrir le jiu-jitsu avec Mathias, c'est vrai. c'est sûr. Mais Loïc, voilà, il mérite quand même. C'est vrai que j'avais un peu titillé, surtout Amadou, avec c'était un combat de Derrick Lewis, je crois. Ouais. C'était Lewis vs Blades, je crois. Il y a eu un très très gros KO. Mais comme d'habitude, c'est Derrick Lewis. Je préfère encore préciser une fois, c'est Derrick Lewis. Je ne suis pas Derrick Lewis. Il fait 120 kilos et il frappe très très fort. Et il est réputé pour frapper très fort. Putain, Yes. ça va faire mal. Sa misère. Et puis Samy, il y avait Max Valo là qui a fait une médaille au championnat d'Europe. Hein. Championnat d'Europe, le Sambo, j'ai suivi avec Gianni. Il est solide, hein, Max. Ouais. Il a fait une médaille. Après, c'est pas la médaille escomptée parce qu'il a eu un parcours assez chaotique. Mais bon, on va aller charbonner pour aller chercher plus haut pour la suite. Et puis ouais, bah, j'ai une bonne petite équipe qui est bien motivée à aller chercher des trucs. Donc on va aller voir ça. Hein. Donc prochaine grosse échéance normalement en novembre. A priori, les championnats du monde. Donc, on verra ce que ça donne. Mortel. Une grosse dédicace à Gianni. C'est cool. Ouais. Gianni, la force tranquille. La force, une grosse dédicace. Ça marche. Ciao Ciao tout le monde. Faut que j'appelle ma femme. Elle va se coucher. Elle combat demain. bon, force à elle. Ciao, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. Ciao. Allez, les gars, bonne soirée. Bonne soirée.